Donc, bonjour et bienvenue au troisième webinaire du programme Ottawa Bilingue de la série Stratégie gagnante. On va commencer maintenant puisqu'on a quand même beaucoup de contenu à couvrir aujourd'hui. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. On est déjà quand même quelques personnes dans le webinaire. Donc, on va partir le bal aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, on est ici pour parler de la rédaction d'une demande de financement, les points à considérer pour augmenter vos chances et pour recevoir des fonds. Donc, ça va être beaucoup de contenu en peu de temps, mais on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qu'on a à vous offrir. Donc, je vais juste prendre un petit moment pour me présenter. Mon nom est Patrick Ferrand. Je suis le gestionnaire des projets au programme Ottawa Bilingue au sein de l'ACFO Ottawa. Mon adresse courriel, c'est le ottawabilingue@acfoottawa.ca. Mon poste, c'est le 613-744-8982, poste 104. Si jamais vous avez des questions par rapport au programme, à l'organisme, au webinaire, n'hésitez pas à m'écrire, à me faire un petit appel. Ça me ferait plaisir de vous en jaser. Comme vous pouvez voir dans le chat déjà, mon collègue Turki a partagé quelques informations par écrit. Donc, je voulais saluer aussi mon collègue qui est avec nous aujourd'hui, qui va partager un peu dans le chat et répondre à vos questions à fur et à mesure aussi. Donc, on commence un peu le tout. Mais je voulais prendre quelques instants pour parler du programme Ottawa Bilingue. J'ai un peu, je doute un peu que personne n'en a entendu parler déjà. Puis j'ai déjà donné des statistiques au dernier webinaire. Donc, je vais juste faire un survol très vite de c'est quoi. Donc, on est vraiment un programme de micro-subventions avec deux types de subventions. Donc, les subventions activation et propulsion, donc jusqu'à 10 000 ou jusqu'à 20 000 il va y avoir une nouvelle ronde de financement au mois d'avril 2022. Les dates restent à être annoncées très bientôt. À la dernière ronde, on a pu distribuer 485 000 dans la communauté. Donc, on espère pouvoir avoir un chiffre similaire cette année. Et en 2021, on a pu atteindre plus que 33 de la population d'Ottawa. Donc, ça mentionne un peu l'impact qu'on recherche avec notre programme. Je vais parler très vite fait de la plateforme puis qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. Donc, on est tous pas mal habitués avec Zoom maintenant, mais aujourd'hui, seulement les personnes inscrites devraient y avoir accès. Seulement moi, dont l'animateur, devrait avoir le droit de parole. Aucun autre écran sera partagé, donc pas de stress pour ce qui est dans vos backgrounds. Et le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et sera diffusé par la suite sur YouTube. Je vous invite aussi, par contre, à écrire des commentaires, partager des ressources dans le chat. C'est votre espace, sentez-vous libre de l'utiliser. Et on va aussi garder un œil ouvert pour le Q&A que je vois déjà. On a une question qui est quand est-ce que l'enregistrement pour écouter le webinaire? Au courant de la semaine, il devrait être mis à jour sur notre post YouTube. Donc, je vous invite à essayer le chat, écrire votre nom, peut-être votre quartier de résidence, votre titre d'occupation, ainsi que votre organisme ou votre entreprise. Donc, on va partir de tout maintenant qu'on a un peu placé la base. Pardon. Donc, aujourd'hui, on a parlé du programme Ottawa Bilingue déjà. On a passé les explications de la plateforme lors du jour. Donc, les prochains points à venir, ça va être un retour sur les derniers webinaires. Ensuite, on va rentrer dans le gros contenu qui est les 10 étapes d'une demande de subvention. C'est vraiment ce qu'on est ici aujourd'hui. Ensuite, on va avoir une petite période de questions pour ceux qui leur tentent de poser des questions. Et ensuite, je vais partager l'information pour le prochain webinaire. Donc, on se lance directement sur le retour sur les derniers webinaires, qui était de développer une idée de projet ainsi que développer un calendrier financier et budget pour ton projet. Donc, ces deux webinaires-là sont maintenant disponibles sur notre post YouTube, le post de l'ACFO Ottawa. Donc, dans notre premier webinaire, on a parlé de comment cibler un public et une intention, comment viser un impact de qualité. On a parlé du développement du concept du projet, ainsi que les partenaires, comment retenir des partenaires et retenir la participation à nos activités, ainsi que les différents types de financement possibles. Et au deuxième webinaire, on a parlé de façon plus approfondie les différents types de financement, la pertinence et nécessité d'un budget et d'un calendrier financier. On a parlé de comment développer son budget pour son programme et on a parlé de comment discuter du financement avec son bailleur de fonds. Donc, ça, c'est un peu un petit retour très vite sur ce qui est passé les derniers deux webinaires. Encore, ils sont disponibles sur YouTube si jamais ça vous tente d'aller regarder ça. Ils sont là pour vous. Donc, je me lance dans le gros d'aujourd'hui. Donc, on va parler des 10 étapes d'une demande de subvention. Donc, ce sont des étapes qui ont été proposées par
l'AFO ainsi que plusieurs autres experts. Donc, les premières 10 étapes, ça serait le premier, déterminer l'admissibilité. Le deuxième, d'établir un plan de travail. 3, tester une idée de projet. 4, faire contact avec le bailleur de fonds. 5, rédaction. 6, collaboration. 7, le budget. 8, révision. 9, envoi. Et 10, suivi. Parfait. Je vois quelques messages qui passent dans le chat. Un petit salut à Annie et à Valérie. Je continue avec le premier sondage d'aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous poser quelques questions au courant. On en a juste 3 aujourd'hui, ça va être assez vite. Donc, le premier, c'est quel est votre taux de succès lorsque vous avez déposé une subvention? Donc, je vous invite à répondre dans la section poll du Zoom. Parfait, je vois les réponses rentrer très, très vite. Majoritairement du 50 un de 75 à 100 On va attendre quelques autres instants avant de finir le tout. Parfait. Donc, je pense que les réponses sont assez apparentes. Fait qu'on voit vraiment une grosse partie de la population aujourd'hui qui ont pu rejoindre autour du 50 ou moins de leur demande de subvention. Donc, on espère qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vous présente, on va bumper ces chiffres-là. Donc, la première étape, c'est déterminer l'admissibilité. Donc, l'admissibilité est vraiment cruciale pour éviter les pertes de temps. C'est important de vérifier à l'avance si votre organisme ou votre projet est valable pour le programme de financement. Donc, ça vaut la peine de vérifier les types d'organismes qui sont financés avec le programme, valider les types de dépenses et de revenus qui sont acceptables et subventionnés. On veut aussi identifier les projets qui seraient admissibles et les objectifs de ceux-ci. Dans nos derniers webinaires, on a parlé un peu de se créer une banque de concepts de projets potentiels à voir sur l'étagère en arrière de notre tête. Donc, ça, c'est un bon moment de ressortir ces projets-là et voir lesquels sont admissibles pour les programmes auxquels on veut faire demande de financement. Donc, ça, c'est vraiment la première étape, c'est déterminer l'admissibilité. Ensuite, on se lance directement dans s'établir un plan de travail. Donc, on veut se créer un échéancier pour se permettre de bien réaliser chacune de nos étapes. On peut commencer au début de faire l'inscription au portail de la demande de subvention si nécessaire, faire le téléversement des documentations, les lettres patentes, la liste du CA, les états financiers, les preuves d'assurance. Beaucoup de programmes demandent de la documentation différente. Donc, c'est une bonne affaire de commencer dès le début et s'assurer qu'on a toute la documentation nécessaire pour bien soumettre notre application. Ensuite, à l'aide d'un exercice de planification, une équipe ou une consultation, on peut essayer de préparer notre plan de rédaction de subvention. Donc, on se lance directement dans le deuxième sondage, si on est déjà prêt. Est-ce que votre organisme établit des plans annuels de rédaction de demande de subvention? Donc, est-ce qu'il y a vraiment un système annuel pour rédiger et aller rechercher des nouvelles subventions? Donc, je vous laisse. J'ai mis 3 réponses, donc le oui, le non et on essaie. Parce qu'on sait vraiment que dans les organismes à but non lucratif, on essaie beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours réaliste, mais on veut toujours faire le mieux qu'on peut. Donc, je voulais quand même donner une voix à ces gens-là. Parfait. Oui, c'est pas mal égal aujourd'hui, je vais dire. Donc, je vous partage ça. On a oui et on essaie pas mal balancé avec le non. Donc, c'est vraiment, pour ceux qui ne le font pas, je vous suggère d'essayer de le faire. Pour ceux qui le font déjà, on continue à le rendre partie de notre habitude. Donc, pour passer à la 3e étape, nous allons parler de comment tester notre idée de projet. Donc, pour tester une idée de projet, on peut consulter des projets de succès de d'autres régions. On peut aller voir des projets similaires ou différents et voir qu'est-ce qui était la clé de leur recette, on pourrait dire. Ensuite, on peut aussi regarder la liste de programmes qui ont déjà été subventionnés, de projets qui ont déjà été subventionnés par le programme. C'est important et ça nous donne un peu une idée des types de projets que le programme recherche à financer. On peut aussi se fier à notre plan stratégique ou des études sur la réalité de vos utilisateurs, de vos membres. Donc, de prendre en compte les besoins de notre entourage est important aussi pour développer un projet de qualité.
Et on veut aussi consulter notre communauté sur leurs besoins, pour les mêmes raisons que je viens de mentionner. Et donc, faire des tests pour voir si votre idée serait intéressante. On peut aussi le faire en discutant avec les membres de notre équipe, les gens de la communauté, des consultants, des représentants politiques, les bailleurs de fonds. Je pense qu'on est pas mal tous là pour améliorer la communauté ensemble. Fait que, si on peut s'échanger des idées, s'échanger les manques qu'on remarque, des fois, ça permet la naissance des projets avec un impact qui vaut vraiment la peine. Donc, une autre suggestion pour aller développer votre projet, c'est d'attaquer des enjeux sur la francophonie ontarienne. Donc, dans beaucoup de programmes de subvention, il y a des volets ou des critères qui vous demandent d'essayer d'aller rechercher, d'aller faire le point. Et donc, par exemple, avec le programme Ottawa bilingue, nous, nos 4 volets sont les volets de vitalité, inclusion, le développement économique communautaire et le rapprochement. Et on peut voir ici à droite aussi les 3 volets du plan stratégique communautaire de l'Assemblée de la francophonie ontarienne. Donc, des fois, essayer de voir comment on peut lier plusieurs plans stratégiques ensemble va permettre que notre projet a un impact réel sur la communauté qui nous entoure. Si c'est un peu moins notre sac d'affaires, on pourrait dire, on peut aussi essayer de s'attaquer à des enjeux qui sont à l'externe de la francophonie. Donc, ici, j'ai noté les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, parce que ce sont vraiment des objectifs intéressants qui permettent le développement des projets qui vont avoir un impact social dans notre environnement. Donc, par exemple, fin zéro, l'égalité entre les sexes, eau propre et assaisonnement. Ce sont tous des points, même s'ils ne sont pas directement liés à la francophonie, que les bailleurs de fonds vont remarquer et vont s'intéresser à votre projet parce qu'ils touchent à des enjeux intéressants. Par la suite, on veut s'assurer d'établir des idées de projets tangibles parce qu'on veut s'assurer que le bailleur de fonds soit en mesure de bien comprendre et de voir ce qui est concret dans le projet et dans sa livraison. Donc, proposer une programmation simple qui a des étapes concrètes de mise en action. On veut vraiment se concentrer sur les actions qui seront posées pour le développement du projet plutôt que les raisons que les actions seront posées. Pourquoi le comment et le développement du projet est beaucoup plus important que le comment. Parce que le comment, c'est important, mais si on ne se rend pas à notre objectif final, ça n'a pas eu un impact malheureusement. Par la suite, il faut aussi s'assurer que le projet soit durable et génère une forme de participation directe. C'est important que l'impact se ressente chez des gens. Et on veut aussi essayer de maîtriser les facteurs de risque et anticiper les objections. Proposer des réponses concrètes pour démontrer la solidité du projet, c'est important. Ça va permettre aux bailleurs de fonds de comprendre le raisonnement et vous allez vous démarquer dans votre créativité de résolution de problèmes. Par la suite, c'est le temps de préparer un petit pitch et un résumé de votre idée. Donc, il faut être capable de présenter efficacement son idée de projet pour pouvoir bien le faire valider par les gens de son entourage. Pratiquer son pitch, c'est vraiment essentiel. Puis il y a plusieurs façons de le faire vraiment. Mais c'est important de le faire de façon simple, claire et convaincante. Donc, être capable de présenter votre projet en 1 ou 2 phrases permettant de comprendre immédiatement les livrables. Donc, de façon très concise, c'est quoi que vous faites, puis c'est quoi que vous donnez à la communauté. Il faut que ça soit clair. Ensuite, la rédaction d'une description de contexte menant à la création du projet. Donc, ça peut être un paragraphe, ça peut être quelques phrases, mais pourquoi est-ce que ce projet-là a eu lieu? Pourquoi est-ce que ça a été créé? Et ensuite, une rédaction de 2 ou 3 résultats clés du projet. Ça va vous permettre dès le début d'aller cibler des résultats qui vont faire voir la grandiosité de l'impact de votre projet. Et essayez d'estimer rapidement les dépenses et les revenus qui rendent le projet possible. À ce point-ci, ça n'a pas besoin d'être exact, mais on veut quand même avoir une bonne idée des coûts nécessaires pour faire rouler cette balle-là. Donc, je sais que ça a été très vite, je suis désolé. Je ne voulais juste pas attarder trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc, est-ce qu'on a des questions spécifiquement sur le sujet de l'admissibilité, le plan de travail ou le test d'idée? Beaucoup de ce que je présente est soit des exemples du programme Ottawa bilingue ou des exemples généraux. Mais encore, si vous avez des questions, je garde un œil ouvert sur le chat. Je n'ai pas rien vu à date. N'hésitez pas de les écrire à fur et à mesure. Puis,
Si je n'ai pas le temps de le répondre, je vais y revenir à la fin de cette section-là. Donc, ne voyant rien, je vais continuer pour l'instant. Donc, nous sommes rendus à la 4e étape, qui est de faire contact avec le bailleur de fonds. Donc, il est vraiment important d'établir un lien avec la gestion du programme pour qu'il valide, qu'il oriente votre idée et s'assurer que vous êtes sur la bonne piste avant même de soumettre votre demande de financement. Donc, quelques façons de faire ce lien-là, ça serait de participer au webinaire de formation. Faites la lecture approfondie du guide de demande de subvention. Souvent, il va y avoir un guide qui accompagne ou au moins de la documentation écrite. C'est vraiment important d'aller lire et de comprendre cette documentation-là. Les indices pour se faire financer sont là. C'est juste, il faut aller le lire d'une façon approfondie. Parfait, Luc. Je vois ta question, je vais y revenir dans pas long. Donc, on veut aussi essayer de contacter la gestion du programme afin de faire un rendez-vous téléphonique ou obtenir une forme de rétroaction. Des fois, ce n'est pas toujours évident de poigner une date de rencontre, mais au moins avoir une forme de rétroaction de la part du bailleur de fonds, ça va vous aider de vous diriger dans votre rédaction aussi. Et par la suite, assurez-vous de modifier votre projet suite à la remise de cette rétroaction-là. C'est vraiment important que le bailleur de fonds voit que vous avez pris son opinion et que vous allez essayer de l'implémenter dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, le COMO nous demande que faire quand notre projet touche plusieurs objectifs? En choisir un seul ou tenter de couvrir dans le contexte comment on aide dans chaque objectif? C'est une très bonne question. Donc, ça va dépendre du fonds qu'on demande. Spécifiquement avec Ottawa Bilingue, tu peux essayer d'aller toucher à plusieurs objectifs, mais je vous suggère de seulement toucher aux objectifs que vous sachiez 100% que vous allez pouvoir avoir un impact. Ça arrive assez souvent qu'on voit plusieurs personnes sélectionner tous les objectifs possibles, mais ensuite n'en livrer que 3-4. Ça arrive beaucoup plus bénéfique de simplement viser ces 3-4 objectifs-là et de les faire que d'avoir un manque à la fin. Donc, en général, je vous suggère de clarifier cette information avec le bailleur de fonds, mais typiquement, je vous suggère de ne pas viser des objectifs qui ne sont pas réalistes. Assurez-vous de rester dans ce que vous sachez est possible et de maximiser l'impact avec les ressources que vous avez déjà. Parfait. Oui, exactement. Donc, le focus est meilleur. Avoir un focus direct sur l'impact qu'on cherche, c'est la façon d'être. Donc, avec cela, on va passer au 3e sondage. Donc, est-ce que vous prenez contact avec votre bailleur de fonds avant de déposer votre demande de subvention? Donc, je vais lancer ça. Encore, je note un oui, un non ou ça dépend du programme. Bruno, je vois ta question dans le chat. Donc, est-ce qu'on peut avoir une version électronique du guide? Oui, effectivement, avec le programme Ottawa Bilingue, les guides sont disponibles sur le site web directement sur la page ottawabilingue.ca. Pour d'autres programmes, typiquement, sont disponibles, mais si vous contactez le bailleur de fonds, absolument qu'il pourrait vous diriger vers une version électronique. Donc, je vois déjà des réponses. Beaucoup de oui ou ça dépend du programme. C'est les réponses auxquelles je m'attendais. Parfait. Donc, pas trop. Il n'y a personne qui ont peur d'approcher leur bailleur de fonds. Ça, c'est bon signe. Donc, on va fermer le sondage pour l'instant. Et pour continuer à la 5e étape de nos 10 étapes de demande de subvention. Donc, on se rend maintenant à la rédaction. Donc, c'est l'élément le plus important et qui prend le plus de temps, c'est la rédaction. Parce que l'entièreté de la présentation de votre projet repose sur cette rédaction-là. Malheureusement, pardon, pas malheureusement, mais il faut être vraiment efficace dans l'utilisation des mots et communiquer clairement les étapes, l'impact, l'idée de votre projet. Parce que le jury vont vraiment se fier sur le texte qui est présenté et ce qu'ils peuvent lire en avant d'eux et pas ce qui est présenté dans l'imaginaire. Malheureusement, le jury n'a pas je ne veux pas dire la capacité, mais il n'a pas la possibilité d'extrapoler de l'information. Il doit vraiment se baser sur ce qui est présenté. Donc, assurez-vous que l'information importante
est communiqué dans votre rédaction. Et ensuite, je vous suggère aussi de vous fier à votre plan pour ne pas trop déborder sur le temps. C'est facile en rédaction de se prendre par surprise et finir par écrire beaucoup plus puis partir sur des tangentes. On veut essayer de se fier à notre plan puis pas trop prendre de temps là-dessus. Rester vraiment clair et précis à ce qu'on avait planifié de présenter comme projet. Pour présenter votre impact, on doit être clair et consistant dans nos cibles, nos objectifs et les résultats qui vont être visés. Donc, une façon facile de se préparer cette information-là, c'est de commencer avec les nombres de participants directs et indirects. Ensuite, on veut essayer de présenter l'information qui est la plus qualitative pour nous. Donc, ça va vous permettre un peu dans quel sens vous allez diriger votre présentation. Ensuite, restez simple dans cette présentation sans exagérer. Il faut que l'impact soit significatif, toutefois sans être trop ambitieux. Donc, encore, on veut rester dans ce qui est réaliste, mais on veut quand même voir un impact qui vaut la peine. On veut aussi être précis dans notre projet et dans les participants qui seront touchés. Et on veut, autant que possible, essayer de faire le lien entre le projet et la mission de votre organisme. Même si la demande de subvention n'est peut-être pas directement liée à la mission de votre organisme, il y a quand même une façon de faire lien entre le projet et votre organisme pour que le bailleur de fonds se sente confortable à vous financer grâce à ce lien-là. Ensuite, on va parler un peu de comment évaluer la portée de notre projet. Donc, il existe deux types de projets et de portée. Ils ont chacun leurs avantages et leurs désavantages. Donc, si vous êtes plus d'un côté ou de l'autre, misez sur cette force-là. Et sinon, essayez de travailler sur l'équilibre entre les deux méthodes. Donc, ici, on parle des types de projets de portée quantitative, donc qui misent vraiment sur la grande portée et les résultats en grand nombre, sans exagérer. Et on veut aussi parler de la force promotionnelle du projet et de sa portée géographique. Par contre, même si elle est de grande quantité, il ne faut pas proposer un projet qui est vide de contenu. Il faut quand même avoir un impact valable pour le programme. Ensuite, quand on change la page puis on va au projet de type qualitatif, on veut essayer de miser sur la qualité du service offert et la profondeur de ce changement social généré à cause de l'impact privilégié, à cause que c'est tellement plus personnel. On veut vraiment essayer de parler de cette force-là et des résultats qui vont être avancés grâce à cette qualité-là. Ensuite, on veut s'assurer d'aller chercher un nombre suffisant de participants malgré la petite quantité. On veut quand même une quantité qui vaut le ballon entre la qualité et on veut pouvoir quand même faire la promotion des projets qui ont été créés. Donc, même si on reste dans la colonne qualitative, c'est important de quand même toucher à certains éléments qui sont essentiels. Par la suite, les indicateurs de rendement sont vraiment les résultats mesurables qui vont démontrer l'impact que le projet a eu. Donc, les indicateurs peuvent inclure les nombres de participants directs ou indirects. Petite note à part, direct, c'est les participants qui participent directement aux activités, qui parlent avec les animateurs, qui sont là sur le lieu de l'activité. Et les participants indirects, ce seraient les gens qui se sont fait impacter par des affiches sur les médias sociaux, qui ont passé dans la rue pendant que l'activité se passait, que c'était des membres de famille qui leur en ont parlé et que l'impact s'est transféré au deuxième degré. Donc, c'est un peu une clarification entre direct et indirect à ce moment-là. Un autre indicateur de rendement efficace, c'est le nombre et nature d'activités créées, les taux de satisfaction, le nombre de partenaires qu'on peut créer, la promotion, le nombre de personnes atteintes, les statistiques, les témoignages qu'on peut recevoir par la suite. On peut aussi démontrer la transformation d'un environnement ou peut-être le nombre de commandes si on a des ventes, aussi le nombre de nouveaux utilisateurs si c'est une plateforme virtuelle. Et ensuite, on veut pouvoir mesurer ces indicateurs-là. Donc, par exemple, avec les participants, ça peut être le nombre d'inscriptions au programme ou le nombre de comptes créés. Avec le nombre et nature des activités créées, on peut viser avec une mesure avec les affiches et les photos de tels événements. Avec la satisfaction, on peut essayer d'avoir un bouton de satisfaction ou de faire un sondage par la suite. Si on veut exprimer notre nombre de partenaires, c'est important d'avoir des ententes signées avec ces partenaires-là. Promotion, ça peut être des résultats sur les comptes médias sociaux. Des statistiques, ça peut être un Excel de résultats.
Bref, il y a plein de façons de démontrer nos indicateurs de rendement, mais c'est important de savoir comment on va les mesurer avant qu'on commence notre projet. Justement, si on fait la transformation d'un environnement et qu'on veut prendre des photos avant et après, mais qu'on sera à la fin de l'événement et qu'on a oublié de prendre une photo d'avant, ce n'est pas bien pour votre financement. Donc, c'est vraiment important de connaître comment vous allez mesurer vos indicateurs afin de mettre en place une stratégie pour les comptabilités et les compiler tout au fur et à mesure de votre projet. Ensuite, on va essayer de faire un peu de storytelling. Donc, il faut permettre aux bailleurs de fonds de s'imaginer l'histoire et le succès qui va venir grâce à ce projet-là. Donc, quand on rédige un projet, il faut permettre aux bailleurs de fonds de rêver aux résultats et à l'activité qui sera réalisée. Donc, tantôt, j'ai dit, on ne peut pas demander au jury d'extrapoler l'information. Effectivement, il ne peut pas extrapoler l'information, mais on veut quand même qu'ils imaginent et qu'ils rêvent à ce qui est possible avec l'impact garanti qui a été présenté. Et on veut aussi placer le jury dans une position où il voit les résultats concrets s'afficher comme un succès. Donc, on veut vraiment présenter ce qui va être un succès auprès du programme. Et on veut aussi parler de la façon qu'on peut recueillir des témoignages ou des statistiques, ce qui va démontrer un changement significatif dans la vie de vos participants. On veut démontrer un peu de proactivité par rapport à ça. Ça va aussi aider votre cas. Suite à l'évaluation d'admissibilité, il y a aussi le processus de sélection des projets. Donc, par exemple, ici, ce qui est présenté à ce tableau ici, c'est vraiment la pondération d'une ancienne ronde du financement Ottawa bilingue, mais pas mal tous les programmes de subvention ont une pondération de pourcentage dépendant de quels critères qu'ils vont prendre en compte. Donc, c'est important pour vous de prendre en compte ces critères-là d'avance et que dans votre rédaction, vous pouvez vous assurer de passer un bon montant de temps sur ce qui vaut la peine. Par exemple, je ne prendrai pas tout mon temps à travailler le 10 % de mobilisation et de collaboration quand j'ai zéro rien fait pour la pertinence entre les activités proposées par rapport aux objectifs. Donc, gardez en tête la pondération et comment que vous allez pouvoir aller chercher le plus de points possible avec votre projet. Aussi, l'originalité et l'innovation est très importante dans la rédaction de votre projet. Lorsqu'un bailleur de fonds reçoit plus qu'une centaine de projets, les projets qui font de l'innovation sociale, qui sont créatifs, qui sortent de la boîte, vont vraiment se démarquer dès le début. Donc, faites un lien, mais assurez-vous de quand même faire un lien entre la pertinence et l'originalité de votre projet. Comme j'ai dit, sortez de la boîte. Inspirez-vous des histoires à succès de d'autres régions. Utilisez des références, faites contact pour des recettes clés, là, ça vaut la peine. Puis ensuite, travaillez un nom original pour votre projet et essayez de proposer un branding qui est fort, qui peut être marketable, qui est facile à présenter et qui va rester dans la tête des gens. Le branding de votre projet va être très important dans l'impact et dans la participation que vous allez retenir. Et ensuite, essayez de captiver l'attention d'un jury par votre texte. Un peu comme je mentionnais avec le storytelling, l'information doit être présente, mais l'information doit être intéressante aussi. On va faire un petit à côté pour les artistes et les entreprises privées. Donc, étant dans des positions différentes que les organismes semblent lucratifs, il faut que les gens, à leur propre compte, s'adaptent aussi et prennent en compte la réalité des subventions. Donc, pour ces gens-là, je vous propose d'essayer de faire des projets qui misent vraiment sur la participation directe et que vous allez pouvoir comptabiliser les gens qui sont venus participer à vos activités. Puis, c'est aussi à essayer d'éviter de miser sur l'avancement de ses propres activités commerciales ou la promotion de ses propres œuvres. Le financement n'est pas là pour ça. Malheureusement, le financement est là pour faire le développement des projets et de la communauté. Moi, étant artiste, je sais que ce n'est pas toujours facile de faire cette distinction-là, mais c'est vraiment important pour le développement de votre projet d'avoir cette distinction-là. Et ensuite, faire le partage d'expériences et de miser sur la transmission de connaissances pour renforcer la communauté. Donc, de partager ces expériences, d'avoir une activité qui rassemble les gens, ça va aussi être à votre avantage. Et essayez d'éviter des stratégies d'investissement interne. Essayez de miser complètement sur de l'investissement externe, que les ressources que vous allez obtenir, que les partenariats que vous allez obtenir soient de l'externe et non de l'interne. Bruno, je vois ta question.
Si ta question est spécifiquement par rapport au programme Ottawa bilingue, je vais te suggérer de m'envoyer un courriel, puis on va pouvoir se parler plus directement par rapport à ça. Mais en général, je pense que c'est une question un peu plus, ça va dépendre du programme. Donc, est-ce qu'on a des questions sur le contact avec le bailleur de fonds, la rédaction ou la demande de subvention? Je vais en profiter actually pour essayer de répondre à la question de Bruno. Donc, oui, des projets qui font la promotion du français auprès des groupes cibles sont admissibles pour le programme Ottawa bilingue. Par contre, ça serait important de considérer c'est quoi l'élément de plus que vous allez apporter et comment que cette promotion-là sera efficace. On voit souvent des projets de promotion qui disent « Oh, on va distribuer des collants ou on va parler avec des gens », mais malheureusement, c'est des stratégies qui ont été faites à plusieurs reprises et qui n'ont pas déterminé l'impact autant qu'ils le voulaient. Donc, je pense que si on veut faire un projet de ce type-là, c'est important de vraiment avoir en place les stratégies et un plan pour aller retenir ces gens-là. Donc, on est rendu à la 6e étape, donc celle de la collaboration. Donc, un projet qui est collaboratif pour présenter, un projet doit être collaboratif pour bien présenter sa notoriété dans une communauté. Donc, trouvez-vous des fournisseurs ou des partenaires clés dépendant de l'ampleur de votre projet. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les projets qui ont des partenaires vont être considérés davantage que ceux qui n'en ont pas. C'est important pour le développement communautaire d'avoir ces partenaires-là établis. Il faut aussi que les partenaires soient concrets et qui permettent d'apporter une crédibilité à votre projet. Assurez que les partenaires ont un lien direct avec le projet que vous êtes en train de présenter. Et assurez-vous de valider le partenariat avec des lettres d'appui personnalisées. Des fois, ça dépend du bailleur de fonds, mais nous, par exemple, on prend ça, on aime ça voir le rôle et les partenaires, ceux qu'ils vont prendre. Donc, aussi, on veut parler de comment démontrer l'intérêt de la communauté à recevoir ce type de projet. Justement, ces appuis, ces lettres-là, ça peut vraiment avoir une différence dans comment vous allez démontrer cet intérêt-là. Ensuite, on est rendu au fameux budget numéro 7. Donc, le budget est vraiment crucial quand on évalue un organisme. Une petite erreur, un doute, une incompréhension dans le budget, malheureusement, ça peut vraiment nuire à votre soumission. Ça peut faire une grande différence. Donc, puis la raison pour ça, c'est vraiment qu'on n'a pas trop de documentation, on n'a pas trop à se baser dessus sur le côté organisationnel comme bailleur de fonds de l'organisme qui présente. Donc, si on reçoit un budget et qu'il a des erreurs, on va immédiatement avoir des doutes par rapport à la gestion potentielle du projet. Donc, assurez-vous vraiment dans vos budgets, ça, c'est des critères spécifiques au programme Ottawa bilingue, c'est que vos revenus soient égaux à vos dépenses. Que vous essayez d'apporter un investissement de 5 à 10 dans vos projets. Plus d'investissement, c'est jamais mauvais. Mais aussi, essayez d'éviter d'exagérer sur les salaires. On doit les garder inférieurs à au moins 70 du projet et on veut maximiser nos frais administratifs à 10 ou 15 Puis, on veut expliquer clairement pourquoi chaque poste de dépense est là, pourquoi c'est important. Ne mettez pas un plus grand montant pour essayer d'aller chercher plus d'argent, mais n'hésitez pas à aller demander des plus gros montants. Donc, on ne veut pas exagérer sur nos dépenses, mais si l'ampleur de notre projet requiert un grand montant, ça vaut quand même la peine de demander ce montant-là. Ensuite, on passe à la révision. Donc, dans la révision, ça peut nous permettre d'avoir une réflexion sur les éléments de la demande de subvention et ça nous permet aussi de peut-être développer quelques concepts qu'on n'a pas encore placés ou on ne sait pas encore où placer dans notre subvention. En faisant cette révision-là, on veut aussi, autant que possible, éviter les fautes de français. On veut faire relire notre demande par les membres de notre équipe, peut-être un membre de la communauté ou un membre de votre CA. Parfois aussi, si on embauche un consultant, eux autres, ils vont faire cette partie-là pour nous. On veut aussi éviter la répétition et les erreurs de consistance. Si vous mentionnez que vous allez avoir 6 partenaires, mais que vous avez 8 lettres de partenariat, c'est une erreur de consistance, puis on va avoir peut-être un questionnement pourquoi les chiffres ne sont pas égaux.
Donc, assurez-vous que tout se lie bien, tout est connecté et tout fait du sens. Assurez-vous aussi de respecter le nombre de mots et de retirer les informations inutiles dans nos textes, dans ce qu'on soumet. Aussi, n'hésitez pas à faire un suivi avec la gestion du programme de subvention par la suite. Ce n'est pas un problème. Ça vaut la peine juste de faire une confirmation qu'ils l'ont reçu parfois. Et justement, on est maintenant rendu à l'envoi et le suivi. Donc, à cette étape, il est conseillé d'envoyer la demande de subvention une semaine avant la date de remise. Il y a beaucoup trop de projets qu'on reçoit ou qui sont reçus, on pourrait dire, dans les dernières heures avant la date limite. Donc, c'est vraiment, c'est remarqué les projets qui peuvent soumettre une demande de qualité et en temps et à l'avance. Donc, je vous suggère autant que possible de soumettre vos demandes de subvention une semaine à l'avance, avant la date de remise. Assurez-vous aussi de présenter la documentation dans le format demandé. Si c'est un PDF ou un doc qui est nécessaire, assurez-vous qu'il est dans le bon format avant de s'asseoir pour soumettre votre demande. Aussi, assurez-vous d'avoir une confirmation que votre demande a été reçue. Avec la technologie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, si vous n'avez pas une documentation, un courriel, un message qui confirme que la demande a été reçue, je vous suggère de faire un suivi avec le bailleur de fonds pour confirmer qu'ils l'ont bel et bien reçu avant la date limite. Évitez de déranger un bailleur de fonds avec trop de questions techniques. Puis ce que je veux dire par ça, c'est des questions technologiques. Oui, quelques questions par rapport à la plateforme, c'est correct, mais on ne veut pas trop s'attarder à ça, spécialement si on est dans les derniers 2 jours avant la date limite. Rendu là, le bailleur de fonds a peut-être moins le temps de donner cet appui-là, malheureusement. Et ensuite, si vous n'avez rien entendu du bailleur de fonds, je vous suggère de faire un suivi à 1 mois, peut-être 2, après vous avez soumis votre projet pour avoir une confirmation qu'il est encore en évaluation ou peut-être qu'il y a eu un défi quelque part, mais c'est toujours à votre avantage de faire ce suivi-là 1 ou 2 mois après. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Je ne vois pas rien qui est apparu pendant que je parlais, donc je pense qu'on est correct pour l'instant. Je vais rester ici encore quelques instants pour ceux qui souhaitent poser des questions, peut-être avoir une petite discussion par le chat. Mais sinon, notre prochain et dernier webinaire va discuter un peu de la mise en œuvre d'un projet, les étapes à prendre, et on va parler de comment mettre en œuvre un projet de qualité, ainsi que quelles sont les erreurs communes qu'on remarque qui sont commises. Donc, ça va se dérouler le 18 mars à 13 h. Donc, pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits, je vous invite de vous inscrire. Pour ceux qui sont déjà inscrits, on se voit là. Puis encore, je reste dans la session encore quelques minutes pour discuter avec vous, répondre à des questions. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée.